J'appelle Stéphane Amarcy. Il est où? Voilà. J'appelle Stéphane Boucharenc. Haïdé. Voilà. J'appelle Stéphane Cambon de Homepage. Et j'appelle Stéphane... Ah non, c'est Mathieu Chouard. Tu fais pas vraiment de l'intelligence artificielle, toi. Il y a un intrus, là. Il y a un intrus. Vas-y, Mathieu. Mets-toi là, Mathieu. Vas-y. Voilà. Alors, si tu peux... Voilà. Bah si, c'est bien comme ça. Moi, je vais rester debout. Et j'ai pas besoin de slide, donc je pose ça. Voilà. Donc, Stéphane ABC. Hein, on va vous appeler comme ça, parce que ABC. Donc, nous sommes là pour parler... sans bullshit, s'il vous plaît. On n'est pas là pour faire des grandes théories. On est là pour essayer de livrer un constat le plus réaliste possible sur l'état des lieux aujourd'hui de l'intelligence artificielle appliquée au marketing. On est là pour ça. Alors, je vais quand même prendre mes fiches parce que j'ai tellement oublié de choses depuis le début de cette journée que là, je ne voudrais pas oublier mes questions. Je les ai préparés vachement bien, tout ça. Ouais. Alors, Stéphane ABC, franchement, vous auriez pu... Alors, on va commencer par une question triviale, mais qui doit absolument être posée, parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Tout à l'heure, Inès nous a dit, en fait, ça n'existe pas. C'est juste de l'apprentissage de machines. Bon. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa, ça. C'est de l'aide humaine. Voilà. Donc, est-ce que Stéphane A, puis Matt, vous pouvez nous livrer votre définition de ce qui est intelligence artificielle et ce qui est finalement de l'ordre de l'algorithmie basique qu'on connaît en mathématiques depuis l'origine des mathématiques? Alors pour moi, je vais le définir de façon assez simple. Je parle d'intelligence artificielle à partir du moment où il y a une capacité d'auto-apprentissage. C'est-à-dire qu'une règle, un modèle classique tel qu'on le faisait des arbres de décision, si on les met juste dans une logique unitaire à un moment T donné, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Quand les outils commencent à apprendre par eux-mêmes, à la fois ils s'auto-améliorent, se mesurent, améliorent leurs résultats, et derrière on peut avoir des décisions autonomes, là on peut parler d'intelligence artificielle. Excusez-moi, j'ai juste oublié une question introductive. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui pour nous parler d'intelligence artificielle? En quoi est-ce que tu fais de l'intelligence artificielle vraiment? Alors moi je suis un des 2 fondateurs d'Inbox et on était une boîte de conseil, on s'est transformé au fur et à mesure parce qu'on a fait le constat que nos métiers dans le marketing étaient morts pour le futur. J'ai même écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Mon directeur marketing sera un algorithme ». Et en transformant cette entreprise, ce qu'on essaie de faire, c'est que tous les métiers qu'on a beaucoup tourné autour de la data science, c'est la prise de décision opérationnelle, on les porte dans des outils qui sont totalement autonomes. Super. Mathieu? Donc Mathieu, bah pareil, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui pour nous parler d'intelligence artificielle? Est-ce que vous en faites vraiment? Et puis, quelle est ta définition, ou votre définition, chez Tiny Clues, de ce que c'est qu'une IA? Alors, ce qui est bien, c'est que je m'appelle Mathieu et que je suis d'accord avec Stéphane, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Effectivement, je pense que ta définition est tout à fait claire. Je pense que ce qui est vraiment important dans l'intelligence artificielle et ce qui fait la différence par rapport à toute l'algorithmie classique que peuvent être les arbres de décision ou même de la segmentation standard, entre guillemets, c'est vraiment l'autonomie du système qui va apprendre et qui va pouvoir le faire de manière complètement non disrupté par l'humain qui va venir effectivement interférer là-dessus ou qui va le construire lui-même. Pourquoi est-ce que je suis là? En tout cas, merci d'abord pour l'invitation, mais pourquoi est-ce que je suis là? Parce qu'effectivement, Tiny Clues est une société qui, depuis 5 ans maintenant, fait du deep learning appliqué au marketing et de manière extrêmement profonde, puisque ça a été la fondation de la société et l'algorithmie a été, autour du deep learning, a été complètement intégrée comme étant une application AI first. Alors, ce qu'on peut définir par rapport à ce que tu disais, Stéphane, tout à l'heure, comme ce qui est ou ce qui n'est pas de l'intelligence artificielle, je pense que c'est important, c'est vraiment cette capacité d'autonomie, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est vraiment cette non-intervention de l'humain. Donc typiquement, tout ce qui est de l'AI peut être défini comme ça. Et typiquement, c'est ce qui a été utilisé beaucoup dans des environnements non marketing, comme par exemple la reconnaissance de visage par Facebook, par la conduite autonome, des choses comme ça, où effectivement la machine va prendre des décisions éclairées sur la base d'apprentissage. Super.
Alors, deuxième question. Et je vais m'adresser à Stéphane Cambon d'abord. Et pareil, Stéphane, si tu veux préciser ce que vous faites vous-même concrètement. Mais la question porte sur les prérequis pour qu'un système IA donne des résultats. Qu'est-ce qu'il faut ? Parce que est-ce qu'on peut faire tourner un système avec très peu de données, ou au contraire, est-ce qu'il faut des monceaux et des terras et des terras? On entend par exemple que la course contre les GAFA est perdue parce que c'est finalement eux qui ont les données et que nous, on a des miettes et que sans ces volumes de données, on ne peut rien faire. Est-ce que c'est la qualité des données qui est en jeu? Qu'est-ce qu'il faut de ton expérience, de ta fenêtre, pour qu'un système IA donne des résultats? Alors pour répondre à la première question, je suis là parce que effectivement, je suis fondateur d'OnPage, et ce qu'on fait chez OnPage, c'est qu'on fait des newsletters personnalisés pour les médias en ligne. Donc le principe, c'est qu'en fait chaque lecteur reçoit une sélection de contenu qui est différente et qui dépend de sa navigation sur le site. Alors pour la petite histoire, j'ai soutenu une thèse en intelligence artificielle il y a 15 ans, mais on faisait à l'époque, ce qui était encore à la mode, c'était le raisonnement symbolique. Donc, ce qui n'était pas encore la mode ça a commencé à venir, mais on commençait à faire un peu de machine learning. Et aujourd'hui, quand on parle de machine learning pour le marketing, en fait, ce qu'il nous faut comme données, ce qui est important d'avoir, c'est effectivement une donnée qui peut être massive ou pas, mais en tout cas qui est étiquetée. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer à des problèmes de classification ou de prédiction. Par exemple, je veux prédire si quelqu'un va acheter quelque chose sur mon site internet. Il faut qu'on ait enregistré au préalable des données, des données de navigation avec une étiquette qui va être cette personne a acheté ou pas acheté. Et à partir de ça, on va pouvoir nourrir ces fameux algorithmes auto-apprenants qui vont pouvoir prédire si cette personne-là va pouvoir acheter ou pas. Donc la quantité de données nécessaire, en fait, elle va dépendre du problème qu'on va vouloir adresser. En fait, si on reprend le parallèle de la reconnaissance d'image, si le problème, c'est de reconnaître parmi des images qu'est-ce qu'un poisson et qu'est-ce qu'un chat, finalement, avec assez peu d'images, on va avoir un système qui va être capable de l'apprendre. Par contre, si on veut reconnaître n'importe quel type d'animal, là, il va falloir beaucoup plus de données, beaucoup plus de données étiquetées pour être capable d'avoir un système qui va apprendre à faire cette reconnaissance. Super. Le dernier à prendre la parole, Stéphane B. de AID. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, nous, chez AID, on est une agence qui existe depuis 45 ans, mais on a l'esprit start-up, et donc on fait de l'intelligence artificielle, du deep learning plus exactement, et puis du traitement automatique de texte depuis de nombreuses années. Et on a notamment une des applications en fait, qui nous semble les plus intéressantes dans le marketing, c'est le parcours client. Et c'est assez lié en fait à ce que fait Actito. On a développé un outil qui s'appelle DataKili qui, à partir des données d'interaction réelle, tous canaux, hein, évidemment, à la fois les canaux physiques et les canaux digitaux, en fait, trouve automatiquement un certain nombre de patterns. Et par exemple, vous dit que pour la souscription d'une assurance, eh bien, on va dire la réception du newsletter, puis l'appel au call center, puis la visite en agence est plus importante que la visite en agence, puis la réception du newsletter, puis l'appel au call center. Et à partir de ça aussi, donc on détermine les parcours perdants et gagnants pour la souscription d'assurance. Et puis on peut prédire effectivement quel est le meilleur parcours pour une prochaine souscription d'assurance. Et évidemment, toutes les interactions marketing se traduisent souvent par des séquences d'événements. Là, je veux fitter la souscription, mais l'appel au call center, la réclamation, la désinscription, le churn peuvent être aussi considérés comme des éléments marketing. Voilà un petit peu notre vision. Et en dehors de ça, on fait des missions data science classiques en intelligence artificielle. C'est vrai que la classification d'images, on ne trouve pas beaucoup de use case marketing. Par contre, on croit beaucoup à l'analyse textuelle, d'une part, et d'autre part, à l'analyse des séquences. Voilà. Il y a un petit problème de micro, là, on dirait. Hein, ah bon? Je sais pas. Mathieu, sur la question des prérequis, sur les résultats à obtenir, c'est écrit noir sur blanc sur votre site, hein, j'ai rien inventé. Il faut une base de données minimum de 100 000 profils pour commencer à espérer avoir des retours. Quels sont les grands chiffres que tu peux donner pour qualifier ces prérequis pour que Tiny Clues donne des résultats?
Alors avant ça, si tu me permets, et je voudrais là aussi aller dans le sens de ce que disait Stéphane, comme ça je ne me cours pas, c'est cool. De ce que disait Stéphane, je pense que l'étiquette est super importante, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on analyse comme information et quels sont les différents noms de colonnes, entre guillemets. Au-delà de ça, la donnée elle-même, en termes de structuration, n'a normalement pas d'importance dans un projet d'IA. C'est-à-dire que typiquement, j'ai entendu beaucoup pendant la journée de cleaning de data, d'agrégats, de choses comme ça. La bonne nouvelle, c'est que les informations, c'est vous qui les avez. Pour TinyClue, ce qui est important, c'est les first party data, c'est les vôtres, c'est le goldmine que vous avez chez vous. Et à la limite, que les GAFA et d'autres informations, c'est très bien pour votre acquisition. Pour le CRM, nous, ce qui compte, et c'est beaucoup d'ailleurs des GAFA s'intéressent de plus en plus aux first party data, et c'est ce qui aujourd'hui fait la valeur, entre guillemets, de vos clients. Donc nous, chez TinyClue, on n'a clairement pas besoin de structuration. Les technologies qu'on utilise n'ont pas besoin, en gros, de savoir dans quel agrégat, quel élément on veut surtout bosser sur des données brutes, donc ce qui vous évite de les travailler, et c'est notre boulot, c'est le boulot de l'algorithmie, d'aller effectivement chercher les petits indices, les tiny clues, à l'intérieur de cette marée. Typiquement les DMP, CDP et autres trucs, on les aime bien parce que finalement, elles sont là. Objectivement, si on pouvait s'en passer, ça serait quand même vachement bien parce que d'abord, ça met de la confusion dans le marché et je pense que la valeur, elle est dans le fond des datas et on les utilise pour pouvoir le faire de manière la plus opérationnelle possible. Ce qui est intéressant également, c'est que basé là-dessus, en fait, la manière dont on peut reconnaître un projet, un vrai projet d'IA et un vrai projet de deep learning, c'est sa rapidité. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de structurer ces données et que donc on enlève toute cette partie effectivement de structuration. Pour répondre à ta demande, oui, bien sûr, on a besoin d'un minimum, d'un seuil minimum pour pouvoir effectivement travailler. Alors tu disais 100 000, c'est 100 000 clients dans la base, 100 000 clients actifs, ça c'est effectivement notre entre guillemets minimum, on sait bien sûr descendre en dessous, et on est capable de faire beaucoup de choses. On parle aussi d'un nombre de transactions minimum par an, on parle de 10 000 transactions par mois, des choses comme ça qui font qu'effectivement on a des seuils qui permettent d'être entre guillemets cohérents, consistants et de donner une bonne information qui soit la plus fiable possible, mais en étant le plus performant possible. Ok. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur où se trouve réellement la valeur dans l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui sont disponibles en open source. Je veux dire, vous pouvez accéder à tout un tas d'algos. Tous les services cloud proposent des algos. Qu'est-ce qui va faire à la fin que vous allez proposer une valeur supérieure à tout ce qui est en accès libre sur le marché aujourd'hui? Les deux Stéphane, les deux B et C. Mais tu as le micro, vas-y. Ouais, moi, je vais commencer. Alors, pour moi, en fait, la valeur, elle est à la fois effectivement dans l'algorithme et le fait que de nombreux chercheurs, en fait, au moment où ils publient leurs travaux de recherche, publient en même temps l'algorithme. Par exemple, je vais juste dire un mauvais mot. On entend beaucoup parler du deep learning avec ces neurones qu'on met en couche. Voilà, par exemple, récemment, il y a un chercheur qui a développé un nouvel algorithme qui s'appelle le Deep Forest, où le neurone est remplacé par une petite forêt aléatoire. Et il a testé contre des algorithmes classiques de deep learning et il a prétendu, en tout cas sur les exemples qu'il a mis dans sa publication, qu'ils étaient plus efficaces. Donc en fait, d'une part, il y a une valeur qui est liée en fait à la recherche qui est mondiale et qui la met en open source à disposition. La deuxième chose qui est le plus important pour moi, en fait, c'est en fait la valeur de vos données. Parce qu'en fait, vous voulez tirer des insights, vous n'allez pas, même si vous utilisez le même algorithme, en fait, que par exemple, si vous êtes une société d'assurance ou une société de grande consommation, vous allez utiliser le même type d'algorithme, eh bien, vous n'allez pas en tirer les mêmes insights parce qu'ils n'ont pas la même valeur pour votre industrie. Et la troisième chose qui est importante, c'est que ces algorithmes sont en open source. Il y a souvent des architectures précalculées, mais ces architectures, il faut les adapter à vos vraies données. Donc souvent, ceux qui ont déjà utilisé, par exemple, il y a un fameux algorithme de classification d'images qui s'appelle Inception, qui a été produit par Google. Souvent, si on veut utiliser la puissance de Google pour pouvoir en fait faire mieux, il faut enlever certaines couches d'algorithmes et les personnaliser par rapport à vos données. Donc, quelque part, c'est quand même les données de l'entreprise qui recèlent pour moi la principale valeur pour l'intelligence artificielle. Alors, si j'ai bien compris, c'est un peu comme en cuisine, c'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients, là, ils sont à portée de main,
mais après, c'est la façon dont on va les associer et les mélanger ensemble qui fait la valeur. C'est ça, Stéphane? Ouais, c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait d'accord. En fait, on a une suite d'outils qui sont livrés en open source, dont la qualité est croissante. On a vraiment des open source. Nous, quand on a commencé il y a 5 ans, et par rapport aux open source d'aujourd'hui, ça a vraiment monté en gamme. Toutes les grandes entreprises mondiales participent à cet open sourcing, et toute la recherche académique mondiale aussi qui participe à la mise à disposition de nouveaux modèles pour faire du machine learning. Donc effectivement, c'est une suite d'outils que tout le monde ici doit utiliser, j'imagine. Et par contre, la valeur, elle est effectivement dans la capacité d'orchestration de tous ces outils. Donc ça va de la capacité à collecter de la donnée rapidement, de la stocker, de la nettoyer, de la préparer en fonction des besoins qu'on veut faire, de sélectionner les bons modèles, d'être capable de le mettre en production. Et quand on est une société commerciale, il faut que cette mise en production elle soit robuste, de qualité, qu'elle réponde rapidement. Donc, c'est qu'une suite d'outils. Voilà, si on veut faire un parallèle, tout le monde peut composer de la musique avec Logic Pro. Par contre, vous composez comme Christine and the Queens, voilà, c'est une autre paire de manches. Donc, la valeur, elle est vraiment dans le travail qu'on peut faire à partir de cette matière première. Et puis, comment le résultat final peut être exploité par le client final, c'est-à-dire l'interface, comment ça s'interface avec les systèmes du client? Est-ce que c'est facile à plugger? Est-ce que c'est du vrai plug and play, ou est-ce que finalement ça demande des travaux d'intégration technique? Et ça, c'est intéressant dans ton expérience avec les médias. Est-ce que ta solution nécessite une intégration technique particulière, ou est-ce que c'est vraiment plug and play? Non, on essaie de faire le plus léger possible. C'est-à-dire qu'effectivement, on va collecter la donnée nous-mêmes. Donc, on ne va pas se connecter à une base de données externe. Donc, quand on est sur du web, c'est juste un JavaScript qui va nous permettre de collecter de la donnée. Donc, on est autonome en collecte. Et ensuite, on va aller jusqu'au routage des emails. Donc, on fait de la collecte à l'activation, le tout dans un processus qui est le plus simple possible pour le client. Stéphane, les routages des emails, c'est Actito, on avait dit. Oui. Mais on peut s'intégrer avec Actito aussi également. Donc, le routage, c'est pas notre métier. Voilà. C'est pas grave. Une question sur le cadre légal et le RGPD. Alors, tu aurais pu garder le micro d'ailleurs, parce que c'était toi aussi. Parce que tout à l'heure, là, quand on a montré les résultats du baromètre, moi j'ai quand même été frappé de ce taux très élevé de gens qui répondaient bon, non, RGPD, tout va bien, c'est bien implanté, ouais, on a quasiment fini, c'est bon, on n'a rien vu, notre base, rien, non. Ils sont tous là, ils sont restés, ils sont venus, ouais, et tout le monde dit oui, tout le monde est opt-in. Bref, aucun impact. Alors, est-ce que tout va bien, est-ce que réellement le RGPD n'a rien changé aux possibilités d'exploitation de l'intelligence artificielle? La source, c'est le consentement. Donc effectivement, c'est au niveau client qu'il faut que les consentements soient clairs sur qu'est-ce qu'on collecte comme données et qu'est-ce qu'on va en faire. Par contre, peut-être cette législation, mais aussi les précédentes, elle limite de toute façon les capacités de l'IA en termes de marketing. Le premier point, c'est le principe de minimisation, qui fait qu'on est censé ne collecter que des données liées à la finalité du traitement. Sauf qu'on sait qu'en machine learning, des fois, effectivement, c'est des données qui, intuitivement, n'ont aucun rapport avec le traitement, qui vont être utiles pour faire le traitement nécessaire. Donc on va probablement se couper de certaines données qui auraient pu être utiles. Et le deuxième point limitant, c'est la conservation. Donc aujourd'hui, un peu arbitrairement, on va se mettre des durées de conservation de 12 mois, alors qu'il y a des cas marketing où des fois garder les données 5 ans, 10 ans, 15 ans pourrait être intéressante. Donc je sais pas, par exemple, quelqu'un achète un réfrigérateur, 15 ans après on sait qu'il va devoir le changer, sauf que la donnée, on ne l'aura pas conservée, donc du coup on ne pourra pas lui proposer un nouveau réfrigérateur. Et Stéphane, chez AID, vous avez vu des impacts du RGPD sur les applications IA? Oui, déjà l'année dernière, pendant 6 mois, on n'a pas pu travailler parce que tout le monde était focalisé RGPD. Mais au-delà de ça, en fait, je trouve que la plupart des grandes entreprises ont mis en place de manière assez subtile le RGPD. Je voudrais juste vous lire quelque chose que j'ai relevé aujourd'hui dans les conditions générales en fait, de collecte de données, qui montrent en fait, avec un peu de subtilité qu'on peut quand même être assez large pour le RGPD. C'est
dans les conditions générales, nous pouvons être amenés à mettre en œuvre des traitements de profilage pour personnaliser notre offre de produits et services. Vous pourrez toujours faire appel à une intervention de l'un de nos conseillers pour comprendre et contester une décision qui serait appliquée automatiquement. Voilà. Donc ça, avec ça, en fait, vous êtes assez largement couvert pour des applications. Au-delà de ça, on va dire que pour la création de classification, de classement ou de modèles prédictifs, on n'a pas besoin de données personnelles, on a besoin juste des données anonymisées, on n'a pas besoin du nom, de l'adresse, etc. La seule chose dont on a besoin, c'est éventuellement de la ville et de la ruralité de la ville. Est-ce que c'est une ville de campagne ou une grande ville, voilà. Et donc on peut très bien faire les modèles et tirer des insights sur des données anonymisées. Évidemment, le jour où vous appliquez on va dire votre modèle sur une personne en particulier, c'est là où vous avez besoin du consentement. Mais si vous l'avez fait, on va dire correctement, votre recueil, normalement, ça devrait être bon. Et je voudrais juste rajouter que beaucoup de données aussi sont produites par les interactions dans le business normal entre le client et l'entreprise. Par exemple, si je suis dans une assurance, ça va être des sinistres, ça va être des demandes de remboursement, etc. Donc ces données-là aussi, elles sont produites dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Donc normalement, elles sont couvertes aussi par le RGPD, si vous l'avez bien défini votre contrat. Ok. Alors, Stéphane, est-ce que tu peux nous faire un panorama des usages que tu vois actuellement, réellement en production et qui utilisent de l'IA, et qu'est-ce que tu peux projeter à horizon, on va dire 3 ans, parce qu'au-delà, ça va être compliqué, mais déjà, aujourd'hui et dans 3 ans? Alors ça dépend complètement du secteur d'activité et des pays, en l'occurrence, parce qu'on n'a pas la RGPD partout. Ça, c'est le premier point. Et comme on travaille à l'international, ça nous permet de comparer des approches vraiment très différentes. Il y a des secteurs d'activité, celui qui est le plus en avant, c'est les télécoms, pour une raison simple, c'est qu'ils sont sur des marchés avec très peu d'acteurs, extrêmement concurrentiels, tout est basé sur le prix. Et donc du coup, d'aller travailler sur ce que j'appelle l'hyper-personnalisation des clients, c'est un enjeu. Et dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on a une multiplicité des modèles de prévision, des triggers, et se pose la question de savoir ce qu'il faut faire concrètement pour chaque individu. Il n'y a plus de segments. Alors, désolé pour la segmentation telle qu'on l'entend, mais on travaille ensemble, donc on voit bien où on va. Mais il n'y a plus de segments en soi. Un segment, c'est un individu, ce qui rejoint à peu près ce que tu disais tout à l'heure. Derrière ça, il y a un point de blocage. Le point de blocage, c'est nous, humains. C'est assez simple. On est aujourd'hui dans une situation où toutes les décisions opérationnelles sont prises par un humain à un moment donné. Mais l'humain, par définition, il sait faire que des compromis. En aucune façon gérer toute la pièce. Je ne sais pas faire ça. Je sais juste vous parler, faire un compromis dans ce que j'explique. Je suis incapable de vous expliquer individuellement ce que je veux dire. Ce n'est pas possible. Et l'impact de l'intelligence artificielle, il est là. À partir du moment où on change ce point de vue qui est celui de l'humain, ce compromis par l'humain, et qu'on laisse, en l'occurrence, ces outils prendre des décisions opérationnelles, eh bien, ça libère les possibles. Et ça les libère de façon remarquable, et on voit tout de suite des gains vraiment de façon très notable. On arrive à du plus 7, plus 8% de chiffre d'affaires additionnel par rapport à des approches CRM classiques. Alors c'est compliqué de dire ça, de lâcher, parce qu'on nous a tous appris depuis qu'on est petit à ne pas lâcher, à comprendre. C'est aussi, quand on demande, je le vois auprès de mes propres équipes, j'ai 35 data scientists, ça leur va très bien de faire des modèles. Aujourd'hui, je leur dis non, votre métier, c'est plus de faire des modèles, c'est fini. Avec des outils tels qu'on en a, on fait ça à 15 minutes, 20 minutes, alors qu'avant, il fallait 3-4 jours. Donc, quel est leur métier? Leur métier, c'est de trouver des nouveaux possibles, trouver des nouvelles stratégies, de toujours être en avance par rapport à ce qui va se passer. Ça, c'est de la recherche, mais ce n'est pas de la prod. Et donc, ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour les data scientists, c'est valable pour n'importe quel marketeur. On n'est pas là pour faire de la prod, on est là pour créer. Et donc, il faut lâcher. Et à partir du moment où vous aurez, et on aura lâché, c'est valable pour moi également, eh bien, le domaine du possible en marketing et l'utilisation de tous ces outils-là explosera avec les résultats avec. Juste un mot quand même de TinyClues, parce que les usages actuels, je pense que vous êtes bien placé pour en parler. Oui, alors les usages, effectivement, c'est comme le disait John tout à l'heure, c'est la créativité de nos clients qui est remarquable sur le sujet. C'est-à-dire que dans le marketing, on voit vraiment énormément de choses qui se font autour des solutions d'IA comme les nôtres. On parlait de réactivation de clients tout à l'heure. C'est vraiment un élément super fondamental aujourd'hui qui est en train de se développer par nos clients. Des choses qu'on n'aurait vraiment pas pu faire sans l'IA.
parce qu'effectivement, on va vraiment dans le fond de l'ensemble des informations dont on dispose dans les bases de données. Ça va sur l'optimisation des campagnes de trade, l'optimisation des campagnes, quelles qu'elles soient en termes de produits, de disponibilité, de camping ou de vol à tel ou tel type de fenêtre de temps. Donc ça, c'est vraiment des choses opérationnelles qui fonctionnent extrêmement bien et sur lesquelles on a beaucoup d'évolution. Et nos clients témoignent, tu l'as vu sur le site probablement, on a effectivement beaucoup de clients qui témoignent à la fois sur les performances et sur les usages. Donc ça, c'est aujourd'hui, et c'est ce que fait TinyClues autour de solutions ou au-dessus de solutions comme Axito. On a des clients communs comme Chantel ou autres qui effectivement utilisent déjà la solution au-dessus de solutions comme la vôtre. Le futur, on le voit et il existe déjà. Tu en parlais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment l'automatisation de ces process-là. Nous, on le voit et nos clients nous le demandent aussi dans des conférences comme celle-ci. Et ils nous demandent en fait d'avoir ce qu'on appelle aussi maintenant des agents IA qui vont effectivement de manière complètement automatique en fait scanner les bases de données de manière complètement continue pour pouvoir décider finalement, et c'est eux qui vont le décider sur la base des apprentissages qu'ils ont pu avoir précédemment, quand, quoi et comment envoyer une campagne de manière complètement autonome. Et là, on va vraiment vers cette automatisation globale du marketing. Et je suis complètement d'accord avec toi. Nous, on est à Londres en même temps que cette conférence pour parler d'un thème un peu provocateur, c'est « Segmentation is dead ». Et c'est vraiment ce qu'on pousse en disant « Libérez-vous de cette contrainte-là, qui est finalement une contrainte opérationnelle lourde pour vos équipes et pour vous-même, et laissez-vous faire et allez vers la créativité, allez vers cette influence que peut avoir effectivement la nouvelle technologie pour pouvoir vous libérer vous-même. » Super, merci. C'est un sujet passionnant. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps, toute l'après-midi. Merci à nos 4 experts.